On dit souvent que l'école française est une institution impossible à réformer, qu'il est difficile de faire bouger les lignes ou d'imposer des méthodes nouvelles. Notre invité du soir nous prouve le contraire. Bonsoir Barbara Martin. Bonsoir. Vous êtes proviseur, vous venez de sortir La méthode Barbara, livre dans lequel vous racontez vos 3 années à la tête du lycée Joliot-Curie à Nanterre, c'est près de Paris. Vous avez appliqué des méthodes nouvelles. Juste pour la petite précision, vous êtes aujourd'hui à Toronto, au Canada, et ça sera important, on le comprendra un petit peu plus tard. Alors, dans ce livre, vous racontez donc votre expérience, une expérience qui démarre difficilement, car dès le départ, vous êtes confronté à une grogne des professeurs qui souhaitent exercer leur droit de retrait, mais alors là, vous ne vous démontez pas, hein, dès le départ. Non, je ne me démonte pas. Je rentre tout de suite dans le dialogue et en même temps, je prends la responsabilité d'assumer que je suis la nouvelle proviseure et donc il va falloir que je trouve des solutions face à cette situation. Dialogue, c'est un des triptyques de votre méthode, de la méthode Barbara dont vous parlez. Dialogue, bienveillance, respect, on peut le résumer un petit peu comme ça. Derrière ces mots, qu'est-ce qu'il y a de concret, vraiment ? C'est les actions au quotidien, avec les élèves, avec les professeurs ? Ces mots-là, c'est ce que je pourrais appeler la révolution relationnelle. C'est accepter d'avoir une relation horizontale, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'elle n'est parfois pas acceptée dans l'autre sens, mais c'est accepter que c'est le B à bas pour ensuite rentrer dans une intelligence collective de travail. Mais c'est-à-dire que vous avez l'impression que ces notions-là, qui devraient être la base de l'enseignement et des relations à l'école, elles sont absentes actuellement dans les relations Dans les relations peut-être même professionnelles, pas forcément qu'au sein de l'école, mais oui, on a cette notion de hiérarchie donne une notion justement de non-horizontalité dans les relations. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à se faire confiance. Confiance est un mot galvaudé et aujourd'hui, mais je crois qu'il faut vraiment le remettre au centre de notre travail. On va essayer de comprendre concrètement ce que vous faisiez sur le terrain comme action. Vous restiez tard pour discuter avec les élèves, vous essayez de comprendre ce qui se passait chez eux, vous essayez vraiment en fait de sentir l'identité et les caractéristiques de chacun, malgré leurs actions. Il y a notamment un jeune homme qui met le feu régulièrement à l'établissement. Vous avez essayé de comprendre, plutôt que de l'exclure, de savoir pourquoi il faisait ça. Oui, c'est ça. On doit expliciter aussi tout ce qui se passe derrière ce que l'on fait. Et bon, pour ce jeune homme qui s'appelait Zacharia, c'est un fait grave qui l'amène à un conseil de discipline. Quand on a un conseil de discipline, ça pourrait justement créer une forme de défiance. Ça pourrait amener l'élève à dire que désormais la rupture est là et il peut légitimement haïr le système. Et c'est par le dialogue et par l'explicitation de ce qu'il a fait, ce que représente aussi la conséquence, c'est-à-dire la sanction et la réparation de la faute, c'est entrer dans ce dialogue-là qui permettra justement de lui montrer que c'est un autre chemin est possible. Mais il a été sanctionné, cet élève Il a été sanctionné. Il a eu une exclusion avec sursis. Dialogue et sanction, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Parce que ce qu'on comprend bien, c'est que vous mettez ces méthodes en place, mais je suppose que les élèves, il faut leur poser des bases, des règles. C'était une relation tacite entre vous et vos élèves, quand même ? En fait, un enfant a besoin de cadre. Donc ça n'est pas retirer le cadre, c'est donner le cadre, mais donner un sens et une direction à ce qu'on fait. Alors, je le disais, respect, bienveillance, écoute et dialogue, c'est un peu la base. Vous avez pris le temps de le faire, mais je me mets à la place de certains professeurs quand même qui des fois sont épuisés. C'est pas facile de faire ça avec chaque élève quand même. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai pris mon métier de proviseur comme étant justement une possibilité de faciliter le travail des enseignants. Le travail des enseignants est vraiment difficile. D'ailleurs, ce livre, il est aussi pour changer l'image de leur travail et montrer quel métier merveilleux ils font et difficile aussi. Et donc, j'essaye justement de rendre les conditions de travail de ces professeurs les plus optimales possibles. Donc, je prends pour moi cette relation qu'il faut avoir à l'élève pour leur permettre d'être dans le plein enseignement. Mais quand il y a des élèves qui sont insultants, qui sont même parfois violents avec des professeurs, votre méthode, elle a ses limites, je suppose. Elle est la même, parce que ça n'empêche pas de pouvoir expliquer à un élève ce qu'il a fait et lui faire comprendre aussi l'intérêt de l'école. Donc remettre l'école aussi au centre du débat et de sanctionner aussi. Tout est affaire de dialogue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en rupture de dialogue et dire ce que tu as fait, c'est inadmissible et ça s'arrête là.
La méthode, vous l'avez apprise dans des livres, vous l'avez pensée. C'est ça un peu la question qui est pas. Oui, La réponse n'est pas trop dans le livre, hein. Alors comment vous avez pensé à faire ça? Je crois que c'est une histoire, c'est une histoire de vie. Donc je l'ai vécu cette méthode, c'est-à-dire que j'ai été enseignante au départ, et donc je pense que j'ai déjà été une enseignante dans le dialogue, l'écoute, le respect et la responsabilité, parce que je crois que c'est un mot aussi qui fait partie de la méthode. Et ensuite je l'ai vécu ça fait maintenant 15 ans que je suis personnelle de direction, et donc du coup force est de constater à un moment donné que ce que je mettais en œuvre, parce que je n'arrive pas à me détacher de la personnalité propre que j'ai, ça fonctionnait pour ensuite faire germer des choses intéressantes en termes de collectif. Il y a autre chose intéressante, c'est que j'ai été fouillé un petit peu sur certains forums les témoignages des professeurs du lycée aujourd'hui. Il semblerait qu'après votre départ, la situation s'est de nouveau un petit peu dégradée. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce genre de méthode, c'est dû à votre personnalité, mais que c'est difficile à faire perdurer dans le temps au final? Donc, c'est un peu une méthode de l'instant. Et je pense qu'on est quand même beaucoup à utiliser cette façon-là, de faire entrer notre personnalité. On a tous des méthodes différentes et c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. C'est juste ma méthode. Pour autant, ce que j'aimerais à travers peut-être ce livre, c'est laisser les proviseurs s'autoriser justement à avoir cette relation avec les communautés éducatives, parce qu'il faudrait en effet qu'elle ne soit pas celle d'une personne, mais celle d'un système. Ah, parce que vous dites qu'au final, que l'éducation nationale, c'est un mammouth sans état d'âme, pardon. Vous pointez en fait les lourdeurs de l'éducation en fait, et du ministère au final. Oui, je pense que, j'ai eu une année au ministère. Je pense qu'il faut vraiment que le lien se rétablisse. Je pense que, en tout cas, ce que je vois moi, c'est une rupture de lien, dans un sens comme dans l'autre. Il faut que sur le terrain, on accepte de tenter, d'expérimenter ce que l'on met en œuvre, ce que l'on nous demande de mettre en œuvre comme réforme. Mais à l'inverse, il faut aussi que le ministère il accepte d'ajuster ses réformes au regard de ce que lui dit le terrain. C'est une histoire de lien. C'est une histoire de lien, encore une fois, le dialogue. Effectivement, le lycée Joliot-Curie où vous étiez a fait de nouveau la une de l'actualité dernièrement, avec des échauffourées entre élèves et forces de l'ordre suite à un conflit avec l'administration. L'origine de ce conflit, vous avez un peu plus d'infos de votre côté, parce que parfois c'est un peu flou. Ce qu'expliquent les élèves, et ils m'ont même questionné aussi sur tout ça. Les origines sont l'aide aux devoirs. Ils avaient besoin d'un retour de l'aide aux devoirs parce qu'un enfant, ça a conscience que l'école s'est fait justement pour pouvoir les aider à trouver leur voie. Et donc, quand on a un besoin particulier, eh bien, il faut les écouter sur ce besoin. Ils avaient aussi un besoin de montrer leur figure d'attachement à ce personnel, à ce professeur qui avait été mis de côté, et donc c'est pour ça qu'ils sont intervenus, et que ça s'est mal passé parce qu'il n'y a pas eu de dialogue justement, donc ça a mis une étincelle. Oui, ce que j'allais vous dire, 14 élèves interpellés pour des violences sur les forces de l'ordre. Là on est très très loin du dialogue que vous aviez mis en place à l'époque quand même, hein. Exactement, alors que j'ai vécu ces moments-là. J'ai commencé au lycée Joliot-Curie avec, ils appelaient ça le terrain de jeu, l'entrée du lycée, avec ces forces de l'ordre versus les jeunes, parce qu'il n'y avait pas que des élèves du lycée, et ma volonté a été celle vraiment de faire arrêter la violence. Autre sujet actuellement dans l'école française, c'est le port de vêtements religieux. Il y a de plus en plus effectivement de lycéennes qui demandent à pouvoir avoir cette liberté de porter le vêtement religieux qu'elles souhaitent. L'école doit rester le temple de la laïcité selon vous ou pas ? Oui, bien sûr. On a une loi, et donc du coup, il faut faire respecter la loi. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé dans le lycée, on avait des élèves qui remettaient leur voile avant de quitter le lycée. Moi, ma laïcité, c'est celle du dialogue, puisque, comme le dit d'ailleurs Abdenour Bidar, elle se rapporte à un mot, un très beau mot, qui est le vivre ensemble. C'est pour ça qu'elle est créée, cette laïcité. Et donc, j'ai juste cherché à comprendre pourquoi elle le remettait avant. Le pourquoi, c'était juste qu'elle n'arrivait pas à le remettre, et donc du coup, elle le mettait face à un miroir qui était dans les toilettes. Et donc, du coup, j'ai installé un miroir dans l'espace public juste pour résoudre le conflit. Ça, c'était une de vos actions sur le terrain, effectivement. Dans votre livre, à un moment donné, vous parlez d'élèves qui se rebellent un petit peu par rapport à un uniforme qu'ils pourraient avoir au quotidien. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'en viens à cette mesure que souhaite la députée Emmanuelle Ménard en France, le retour de l'uniforme à l'école. Vous êtes pour, vous êtes contre ?
Alors, moi, en tout cas, je suis pour que dans le monde, l'école, c'est un endroit où, justement, il va se passer plein de choses. Mais en fait, il y a tous les garde-fous et il y a toutes les personnes formées pour pouvoir, justement, amener ces élèves à grandir en humanité et faire société derrière. Et donc, du coup, je me dis que si on porte un uniforme, on enlève le débat de la personne qui construit son identité à travers ce qu'elle porte. Quand elle va construire son identité à travers sa tenue, elle va peut-être être sujette à des problèmes. Et en fait, les problèmes à l'école, on peut les traiter. On ne met pas d'œillères et on met les élèves face justement à cette possibilité d'échanger, à reconnaître l'identité de l'autre. Et peut-être que ça, il ne faudrait pas qu'on passe à côté de ça en tout cas. Alors, on va terminer avec votre situation actuelle. Vous êtes donc chef d'établissement du lycée français de Toronto au Canada. En 2 mots, les grandes différences entre le système français et le système canadien. Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter en France de là-bas? Et puis inversement, qu'est-ce que la France pourrait apporter au Canada? Je crois qu'on a vraiment... Important d'avoir votre retour d'expérience sur les 2 pays. On a vraiment à croiser les 2 éducations. Elles sont très intéressantes et elles sont très différentes. En France, on met l'éducation au centre avec une excellence académique. On est professeur de mathématiques parce qu'on a fait 4 ans minimum d'études de mathématiques. Et donc, du coup, on devient professeur de mathématiques. Au Canada, on a un bachelor en éducation et on devient professeur de tout. Donc ça, c'est la différence et l'excellence côté France qu'il faut absolument garder parce que ce socle-là, eh bien, c'est la possibilité pour tout élève d'aller vers où il a envie dans un système égalitaire. De l'autre côté, on met au Canada, on met l'enfant au centre. On a un vrai système inclusif, c'est-à-dire que tous les enfants sont accueillis. On met les moyens humains et financiers pour que tout enfant, quel que soit le handicap, soit accompagné. Et on accepte de dire chacun et pas tous, c'est-à-dire que l'élève, on va lui dire qui tu es et comment est-ce que je vais faire pour faire en sorte que l'école, elle soit adaptée à toi et non l'inverse. Je crois qu'il faut croiser ces 2 éducations. Merci beaucoup Barbara Martin d'être venue sur le plateau de 64 minutes pour ce livre La méthode Barbara aux éditions Fayard. Merci à vous.